on va le voir d'abord comme un actif, et donc l'emplacement, la qualité de construction, la valeur économique et l'environnement du bien vont être essentiels. Alors l'emplacement, c'est inutile de le rappeler, c'est le critère majeur du choix d'un bien. La qualité de construction, ben, c'est important aussi. Est-ce que c'est du neuf, est-ce que c'est de l'ancien, on va voir ça. La valeur économique, alors ce qui est essentiel, c'est évidemment acheter à bon prix, comme toujours. Hein, le coût d'acquisition est essentiel par la suite, et notamment pour le rendement. Et le rendement, bien entendu, c'est un aspect essentiel. Je veux dire, la partie fiscale ne sera qu'une conséquence une conséquence de tout ça. Bien sûr, c'est un élément qui peut être important aussi dans le choix, mais ça ne doit arriver que, j'allais dire, après le reste. Et puis l'environnement, est-ce que c'est un environnement porteur en termes de transport, d'activité économique et sociale? Est-ce que la mairie est active? Est-ce que le lieu est un lieu plein d'avenir? Ensuite, et tout ça pour que cette acquisition, c'est avant tout l'acquisition d'un bien patrimonial. Donc certes, c'est un bien qui va apporter des revenus, mais avec un impact fiscal raisonnable ou avantageux, on verra ça, et qui doit rester le plus liquide possible euh, si on a fait les bons choix. Donc, la première question à se poser, c'est ancien ou neuf. Ancien ou neuf. Donc, qu'est-ce qu'un bâtiment, qu'est-ce que l'immobilier ancien? Donc, les critères de l'immobilier ancien, c'est forcément un bien qui existe depuis plus de 5 ans et ou alors qui a fait l'objet de mutations. Et puis l'immobilier neuf, c'est tous les biens qui n'ont pas été occupés précédemment, en particulier dans le neuf. Ce qu'on voit le plus fréquemment, ce sont les biens neufs sur plan avec la VFA. Je pense que vous pourriez en dire quelques mots tout à l'heure. Et puis, on peut avoir des logements neufs restructurés avec des travaux de restauration, etc. On va développer ça. Après, est-ce que c'est un bien nu ou meublé? Alors, la location, là, je vous fais un petit rappel des conditions en fait, qui vont différer, qui vont être différentes entre la location nue et la location meublée. En particulier la durée du bail, parce que sur la location nue, on est à 3 ans minimum, et puis en location meublée, 1 an minimum, ou 9 mois si c'est la location étudiante. C'est principalement ça qu'on va évidemment regarder au départ. Les préavis, évidemment, ne sont pas les mêmes non plus. Et puis, la déclaration des revenus non plus, foncier ou professionnel, assimilé professionnel. Alors justement, sur la location meublée, on a 2 catégories de location meublée. Le meublé non professionnel, le meublé professionnel. Ce qui va séparer les deux, c'est que dans le meublé non professionnel, on sera sur des revenus inférieurs à 23 000 et dans le professionnel au-delà de 23 000 et surtout dans le professionnel, les recettes sont supérieures aux autres revenus du foyer fiscal, ce qui est une condition quand même assez déterminante. Ensuite, ce qu'il faut voir aussi, ce qui est intéressant dans ces dispositifs-là, c'est que l'amortissement qui est exercé dans le meublé non professionnel rend souvent les revenus locatifs non imposables. Voilà. Et puis, on fait évidemment des économies de TVA à l'acquisition de ces biens. Voilà. Alors, si ce que j'ai pas dit, c'est qu'on peut, mais ça, on en a parlé lors d'une visio précédente, puisqu'on avait fait une visio typiquement sur ces sujets-là, c'est qu'on peut transformer un bien qu'on détient en meublé, bien entendu, mais aussi on peut acquérir des biens délivrant des services, comme les résidences seniors, les résidences étudiantes, les résidences de tourisme ou les résidences business, qui sont déjà préparées et conçues pour ça. Autrement, il faut respecter toute une liste d'équipements imposés. Le déficit foncier, c'est avant tout et surtout la possibilité de déduire des charges imputables à l'impôt sur le revenu, tous les travaux qui ont été effectués
dans son appartement, dans l'appartement qu'on va mettre en location. Et du coup, on peut le faire, ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on peut le faire, certes, dans une limite de 10 700 €, mais l'excédent peut être reportable et comment dire, le solde du déficit généré est peut-être déduit sur le revenu global d'imposition, ce qui fait que c'est un dispositif qui est surtout très intéressant en fait pour les revenus, enfin les ménages à fort revenu et notamment avec une TMI assez élevée. La loi Pinel, dont on entend souvent parler, la loi Pinel, donc, alors ça peut être appliqué soit dans des logements neufs, soit dans des logements réhabilités, sur des zones déterminées, des villes de plus de 50 000 habitants jusqu'aux plus grandes agglomérations, dans des conditions très strictes, et notamment avec des plafonnements de loyer, donc il faut en tenir compte. L'avantage fiscal procuré est plutôt intéressant puisque selon la durée de l'engagement locatif, on peut aller de 12 à 21% de réduction d'impôt sur la durée. Alors, ce qu'on peut ajouter aussi sur ce plan-là, c'est que on peut louer le bien à des personnes de sa famille. On peut avoir du coup une réduction maximum d'imposition qui va jusqu'à 63 000 €. Et voilà, il faut surtout respecter les règles du type louer le bien dans les 12 mois qui suivent les travaux. La loi de Normandie, qui est on va dire un dérivé plus récent de la loi Pinel, mais cette fois-ci vraiment dans l'ancien et sur d'autres catégories de villes, qui respectent les zones dites à cœur de ville. On a ici un dispositif fiscal qui est exactement le même que celui du Pinel, 6, 9, 12 ans, et avec les mêmes taux, le taux de réduction d'imposition. Mais là, on va surtout s'intéresser au montant des travaux de rénovation, avec un minimum de 25% du coût total de l'opération. Voilà, donc c'est un dispositif qui est récent et qui vient de démarrer et sur lequel il n'y a pas encore beaucoup de programmes. Ensuite, on a des dispositifs un peu différents, mais qui se situent cette fois-ci exclusivement dans l'ancien et dans l'ancien patrimonial, avec la loi Malraux et les monuments historiques. Alors, sur la loi Malraux, là aussi, on va se situer sur des emplacements qui sont déterminés dans des secteurs qui sont des sites patrimoniaux remarquables. Les réductions d'impôts sont de l'ordre de 22 ou 30%, calculées sur les montants des travaux qui ont été effectués. Et les travaux, eux, doivent suivre des règles assez strictes et surveillées par les architectes des bâtiments de France, avec un engagement de location minimum de 9 ans. Voilà, donc le bien doit être acquis en pleine propriété. Et puis, qu'est-ce que j'ai oublié de dire, voilà. Ensuite, les monuments historiques. Alors, les monuments historiques, vous allez me dire, mais pourquoi on cite ça? Est-ce que c'est du locatif? On peut aussi considérer qu'il peut y avoir du locatif dans les monuments historiques, évidemment. Alors, il y a deux types d'acquisitions. Hein. Soit c'est des programmes qui sont certains de mes partenaires proposent dans des bâtiments qui sont classés monuments historiques dans des villes. Et là, et qui sont divisés en différents biens locatifs. Soit on l'applique à son propre bien, monument historique, et on y intègre un peu de location.
Ce qui est spécifique ici, c'est que ben, en fait, toutes les charges liées à l'acquisition, la conservation et la promotion du bien sont déductibles. Ce qui est demandé, c'est que le bien soit conservé pendant 15 ans, qu'il y ait un engagement ferme et définitif là-dessus. Il y a des conditions, évidemment, pour être monument historique qu'il faut respecter. Donc, ce sont les monuments historiques proprement dit, les monuments inscrits ou alors les monuments qui sont inscrits à la Fondation du patrimoine. C'est ce que je lui dis. Je ne sais plus. Voilà. Ici, il y a d'autres avantages liés à ça qui vont au-delà de l'impôt sur le revenu, hein, qui sont des avantages peut-être, dans certains cas en tout cas pour la transmission, et d'autres, voilà. Et ça intéresse bien entendu les TMI les plus élevés. Voilà, j'ai fait un tour très rapide, très succinct, c'était volontaire. Maintenant, évidemment, toutes les questions que vous pouvez poser sur ce que je viens de présenter peuvent être abordées à la fin, ou alors je serai à disposition dans les jours qui viennent pour y répondre. Je laisse la parole à Michael sur la partie du financement de ce projet locatif. Merci, Aymeric. Alors, du coup, je te dis slide quand tu passes. Ouais. Alors, bon, pour un investissement locatif, il y a des critères de financement qui sont, contrairement à ce qu'on croit, qui se sont rigidifiés pas à cause du Covid, mais depuis décembre 2019 par le Haut Conseil de stabilité financière, qui est un conseil qui dépend de la Banque de France et qui a imposé 3 choses qui étaient des principes pour lesquels toutes les banques dérogeaient jusque-là. Et maintenant, il est très rare, voire impossible d'y déroger, quels que soient les revenus. Ce sont un crédit d'une durée maximum de 20 ans pour de l'investissement locatif. Alors, il y a des banques qui sont encore dans l'ancien système et on arrive à trouver des dérogations sur 25 ans, notamment des banques régionales. Mais en tout cas, il y a plus de 30 ans, comme ça a été le cas jusqu'à avant 2019. Un taux d'endettement strict inférieur à 33%. Il n'y a plus de notion de reste à vivre, c'est-à-dire que vous êtes seul avec 6 000 euros par mois, 33%, c'est 2 000 euros de remboursement. Ça vous laisse 4 000 euros par mois. Et on pourrait penser que c'est beaucoup et donc vous pourriez mettre 1 000 euros de plus. C'est impossible. En tout cas, le Conseil de stabilité financière a décrété que c'était plus possible. Et les frais de notaire doivent être apportés donc sur fonds propres, sur votre épargne personnelle, ce qui était aussi dérogeable avant et c'est de plus en plus compliqué de faire autrement. Donc, voilà, tu peux passer au slide suivant. Il y a des critères oubliés, c'est-à-dire des choses auxquelles les investisseurs ne pensent pas du tout, ils sont surpris. Il arrive dans un couple qu'une des deux personnes soit plus enthousiaste à l'investissement que l'autre et donc considère qu'il peut prendre le risque sur lui seul et ne pas engager sa compagne, par exemple. Et il faut savoir que quand il y a une charge commune du couple, soit un crédit, soit un loyer, s'il n'y a qu'un seul acquéreur, la banque considérera 100% de cette charge récurrente sur la tête de l'emprunteur et non pas 50% comme l'essentiel des gens le pensent. D'autre part, si la personne est hébergée à titre gratuit, donc elle a des revenus confortables mais vit dans un appartement qui appartient à ses parents ou vit carrément chez ses parents, ce qui peut arriver, la banque considérera une hypothèse de loyer fictif qui rentrera dans le calcul de d'endettement. Elle considérera à 0 seulement si vous êtes propriétaire de la résidence principale sans crédit. Donc, c'est une difficulté supplémentaire. Je donne juste un exemple. Pour le premier cas que j'ai eu récemment, avocat, 33 ans, concubin, c'est-à-dire il vit avec quelqu'un sans être pacsé ni marié, il paye 1 400 euros de loyer à deux. Dans sa tête, on considérait 700 euros de loyer. D'ailleurs, quand il m'a rempli sa fiche informative, il a mis loyer 700 euros. Alors, comme il habitait dans les beaux quartiers de Paris, je me demandais dans quoi il habitait. Il m'a dit, bah non, c'est 1400, mais ma part, c'est 700. Donc ça marche pas. On a pu emprunter pour lui
100% de l'acquisition, 100% du montant des travaux sur 25 ans, mais pas les frais de notaire. C'était pour un investissement locatif. Tu peux passer à la slide suivante. Merci. Alors, pour les produits fiscaux, donc les Pinel ou autres, peut-être des parts de SCPI, la banque ne prend pas en compte dans ses critères les avantages fiscaux dont on est sûr de l'obtention, a priori. Elle ne les prend pas en compte parce qu'elle considère qu'il y a le risque de ne pas louer le logement. Le moindre risque, globalement, est décuplé. Donc, par exemple, un Pinel, comme Aymeric vous l'a dit, il faut que la location ait lieu dans les X mois suivant l'acquisition. Si elle n'a pas lieu, il y a une perte d'avantage fiscal. Cette perte d'avantage fiscal qui arrivera dans 0,1% des cas, elle ne rentre pas dans le calcul. Et aussi, ah oui, je reviens, j'ai mis la propriété au nom de la résidence principale. Quand on fait un achat locatif, typiquement c'était le cas de l'avocat dont je vous ai parlé avant, 100 000 € de revenus annuels sans enfant avec une compagne qui gagne sa vie, ça peut paraître fluide comme dossier. Il a été refusé à la Société Générale, par exemple, donc, qui est une banque qui avait des très bons taux à l'époque, mais un peu rigide dans son système de fonctionnement, parce qu'il n'était pas propriétaire de sa résidence principale et trouvait que immobiliser autant d'argent, donc c'était 290 000 € pour quelque chose dans lequel il n'allait pas vivre, était trop. Décision purement arbitraire, hein, parce que ça tenait tous les critères. Donc on est là dans une période, non seulement il y a eu les directives dont je vous ai parlé, mais en plus avec le Covid, où il y a des banques qui répondent de manière irrationnelle. C'est pour ça que bon, c'est bien d'en consulter plusieurs. Et c'est pour ça aussi qu'il y en a plusieurs et que c'est pas mal. Tu peux passer à la suite. Alors, donc comment on peut vous aider, nous courtiers, quels sont les objectifs qu'on a. Donc, déjà, vous évitez de faire vous-même le tour de toutes les banques. Nous, on a des idées précises de quelle banque aller voir selon votre profil spécifique. On peut optimiser en fonction de la présentation de votre dossier le calcul du taux d'endettement. Le montant des travaux peut être aussi, là par exemple, dans le cas, je prends toujours le même cas pour qu'on ait une seule histoire commune. Donc, c'était un bien à Rouen, 149 000 € de frais d'acquisition et 143 000 € de travaux. Donc, une part de travaux qui est quasiment équivalente à l'acquisition. Dans ces cas-là, en termes de risque pour la banque, c'est beaucoup de dépenser autant de travaux, donc on a pu le faire et c'est un travail. C'est presque une plaidoirie, il faut monter le dossier pour convaincre l'interlocuteur. D'autre part, il y a aussi trouver le banquier qui raisonnera en taux d'endettement différentiel plutôt qu'en global. Donc là, je donne un exemple. Un foyer à 6 000 € par mois et 1 000 € par mois de revenus locatifs, avec 700 € sur ce revenu locatif. Ça fait donc 6 700 € quand on pondère, souvent la pondération des revenus locatifs est à 70%. Donc ce foyer a 6 700 € de revenus. Donc sa capacité d'emprunt, quand on fait le calcul bête à 33%, ça fait 2 211 €. Au global, quand on raisonne le taux d'endettement global, on fait ce taux d'endettement, enfin on fait donc cette somme, cette capacité d'emprunt moins le crédit qu'ils ont, donc ça fait 1 511 €, donc 2 211 moins 700, alors qu'en différentiel, on soustrait à part le crédit et le revenu locatif. Là, j'ai fait exprès que ça tombe à zéro, mais en gros, vous voyez qu'il y a une différence colossale entre les deux, puisque de 6 000 dans un cas, la banque va dire que la capacité d'emprunt restant est de 1 500 € par mois, donc un remboursement mensuel de 1 511 €. Et dans l'autre cas, elle va considérer que le remboursement mensuel est de 2 000 € par mois. Donc sur 25 ans, à un taux de 1,6, qui n'est pas génial, ça fait quand même un écart de plus de 100 000 €. Donc la présentation du dossier et l'interlocuteur peut changer de manière
très importante, l'enveloppe à allouer à votre projet. Tu peux passer, s'il te plaît. Ça vous permet aussi d'optimiser votre crédit, c'est-à-dire avoir tout simplement un taux meilleur que ce que vous pouvez avoir par votre banque. C'est l'idée. Donc nous, on a des grilles privilégiées chez un nombre important de partenaires. Donc on peut, voilà, en fonction de ce que vous avez, avoir des conditions plus avantageuses. On peut aussi déléguer l'assurance directement et on peut optimiser le montant que vous pourriez emprunter, ce que je viens de décrire. Un des meilleurs taux que j'ai obtenu tout récemment, signé, et c'était il y a 1 mois, pour un avocat à revenu plus important que ce que je vous ai dit, un autre, 0,75 sur 20 ans pour sa résidence secondaire. Donc voilà, c'est quasiment gratuit. Tu peux passer. Alors, on peut aussi vous aider à préparer votre projet. Donc, c'est ce que je fais pour un ami d'Emeric en ce moment qui a la volonté de faire une acquisition d'un investissement locatif. Et il a un crédit sur sa résidence principale. Comme il ne peut pas le solder, on peut faire le contraire, ce qui n'a pas l'air intuitif au départ, mais rallonger la durée du crédit de manière à dégager la capacité d'emprunt pour acheter un investissement locatif. Typiquement, là, dans le cas précis, c'est un allongement de 4 ans. Cette personne a une résidence locative sans crédit. Donc, comme on va pouvoir raisonner en différentiel pour le coup d'après, on va en fait quasiment arriver à quelqu'un qui a un crédit de plus de 1 000 € par mois, mais facialement, en raisonnant en différentiel, on va considérer qu'il a quasiment 0. Donc, cette personne avec un crédit va quasiment être considérée comme vierge de tout crédit pour son investissement locatif grâce à cette préparation amont. Tu peux passer. Alors, et dans les cas où, avec toutes les conventions qui nous lient à des banques, on n'arriverait pas à obtenir ce qu'il vous faudrait, ou ce qu'il faudrait à la personne qui cherche un investissement locatif, on a 2 cartouches vraiment, voilà, bon, 2 jokers. C'est soit des banques de dépôt, donc des banques qui n'ont pas pignon sur rue, mais qui acceptent de dealer avec des particuliers sous certaines conditions, soit des banques étrangères, comme je le disais. Donc ces banques, du coup, ne respectent pas forcément les recommandations de la Banque de France, même si elles exercent en France, puisque leur public n'est pas habituellement des particuliers, et permettent donc voilà, d'avoir des conditions meilleures. Alors, vous pouvez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne passe pas toujours par là, puisque finalement la dérogation existe, elle est plus chère. Voilà. Donc les taux ne sont pas les mêmes, et comme on entend partout, on emprunte à 1% sur 20 ans ou 1,5%, là on dépasse les 2, alors du coup on n'est plus habitué, mais sachez que voilà, il existe des jokers qu'on paye, mais qui fonctionnent. Voilà. Alors, en termes de délai, je dirais qu'il y a une phase amont, en fait, avant la signature du compromis, au moment où vous avez votre projet de recherche. Donc, vous pouvez faire valider votre budget en fonction d'un formulaire que souvent les courtiers ont l'habitude d'envoyer. Vous répondez, c'est verbal, c'est à la confiance, et avec ça, on sait trouver une enveloppe et une idée de conditions bancaires que vous pourriez avoir, et on peut le faire valider. On peut faire valider les conditions de principe en banque sans qu'elle étudie les pièces. Donc, c'est une synthèse en 4 pages. Enfin, chez nous, c'est en 4 pages qu'elle se fait. On l'envoie en banque et ils nous répondent très rapidement. Oui, non, et OK pour les conditions, on demande des conditions, ou pas OK, ça serait plutôt comme ça. Ce truc-là n'est engageant pour personne, mais il est rapide, il donne une indication. Normalement, si les indications que vous avez fournies sont justes, il n'y a pas de raison après que ça n'aille plus au bout. Une fois que le compromis est signé, le compromis, c'est la pièce maîtresse du dossier. C'est celle qui permet l'envoi de tout le dossier en banque. En général, la validation de ces mêmes conditions se fait en 15 jours. Après l'édition des offres, les délais sont complètement aléatoires, je dirais.
Mais en gros, au bout d'un mois et demi à 2 mois, ça se fait et c'est aléatoire. Là, pour le coup, c'est le contexte actuel. On n'a pas de prise et donc c'est pour ça que c'est bien de prévoir un temps relativement long entre le compromis et l'acte authentique. Mais Victoria vous le dira beaucoup mieux que moi tout à l'heure, parce que non seulement il y a des délais administratifs indus, enfin pas indus, mais justement obligatoires, mais en plus de ça, même quand tout roule, il peut y avoir des grincements juste liés à la lenteur de nos partenaires bancaires. Voilà, ça me fait une transition pour t'introduire, Victoria. Merci, Michael. Merci. Ah, ouais, vas-y. Tu avais quelque chose à ajouter, peut-être? Non, mais j'ai vu que j'avais mis un slide pièce du dossier, mais bon, elles sont Non. basiques, tout le monde les connaît. Bon, elles sont là. Okay. Merci, merci Mickaël. Alors, vous avez choisi le type d'investissement locatif que vous allez faire. Vous avez étudié la faisabilité financière de votre projet. Et maintenant, vous êtes prêt à vous lancer concrètement dans le processus même de l'acquisition d'un bien immobilier. Donc, la première question que vous pourriez vous poser, c'est à quel moment exactement prendre contact avec mon notaire? Donc, vous n'avez sans doute pas encore trouvé votre bien immobilier et vous vous dites qu'il est sans doute trop tôt. Donc, rappelez-vous d'une chose très importante, il n'est jamais trop tôt pour parler d'un projet à son notaire. Le notaire peut, et d'ailleurs il doit, vous accompagner dans toute votre réflexion et il peut vous apporter vraiment une aide très précieuse en vous conseillant donc soit sur le type de bien acheté, même en vous mettant en relation avec les bonnes personnes et en vous permettant de trouver votre bien et en anticipant un maximum de questions et un maximum dans la constitution du dossier, de sorte que lorsque vous aurez trouvé le bien, eh bien, la signature soit juste une formalité. Donc, le notaire peut également vous conseiller sur le mode de détention du bien. Donc, est-ce que vous allez l'acheter en direct? Est-ce que vous allez constituer une société? Est-ce que vous allez, par exemple, profiter de cette acquisition pour faire également une transmission de patrimoine? Donc, est-ce que vous allez donner des parts par exemple, des parts de société à vos enfants? Est-ce que vous allez inclure vos enfants dans la SCI? Autant de questions donc, et de projets qui s'anticipent et sur lesquels le notaire vous conseillera. Et donc, c'est pour toutes ces raisons qu'il est indispensable de prendre contact avec son notaire le plus tôt possible pour notamment lui faire part de vos souhaits. Je vous rappelle donc que les conseils chez le notaire sont gratuits. Donc, on verra tout à l'heure le coût d'un projet immobilier, mais les conseils chez le notaire sont gratuits et que le notaire est là pour vous accompagner et vous renseigner. Il ne faut donc vraiment pas hésiter à le solliciter le plus en amont possible et le plus souvent possible. Il doit vraiment se présenter comme un allié à vos côtés sur toutes les questions, donc fiscales, patrimoniales, immobilières. Et donc, mon conseil pour commencer cette petite partie sur les notaires, c'est de trouver un notaire avec qui vous avez envie et vous appréciez passer du temps. Et donc, une fois que vous avez trouvé votre notaire idéal, vous vous interrogez sur les différentes étapes donc, dans l'acquisition d'un bien immobilier et les délais donc, que ce projet va prendre. Donc, c'est vrai que du projet d'investissement à la signature de l'acte de vente définitive, on peut dire qu'il y a 5 étapes importantes qui vont rythmer tout ce processus. Donc, la première étape, je vais passer rapidement, mais évidemment, c'est celle de la recherche d'un bien immobilier. Donc, il faut trouver la perle, entre guillemets, rare. Donc, il n'y a pas de règle en la matière. Soit vous le trouvez vous-même sur Internet, par les sites de recherche de particuliers, soit vous passez par un agent immobilier, soit même par des notaires qui ont également des plateformes de mise en relation, qui ont également des plateformes de mise de vente aux enchères. Et ils peuvent aussi également vous renseigner sur les tarifs et sur les prix de l'immobilier, parce que nous, on a accès à des bases de données qui nous permettent de comparer les transactions sur des biens similaires et donc de vous indiquer un petit peu si le bien se situe dans la fourchette haute ou basse de ce qui s'est pratiqué dans les précédentes transactions. Le délai donc, de recherche d'un bien immobilier, ça vous vous en doutez, il est très très aléatoire, donc il peut aller de quelques jours à plusieurs mois, donc en fonction de vos critères. Plus vous avez des critères sélectifs, plus ce sera difficile, et également de votre budget.
Une fois que vous avez trouvé donc le bien, vous vous entendez sur le prix avec le vendeur et celui-ci vous demande de faire une offre d'achat. Alors là, 2 questions peuvent se poser. La première, c'est est-ce que l'offre d'achat vous engage? Donc oui, l'offre d'achat vous engage, enfin en tout cas engage celui qui la signe. Elle est très fréquemment utilisée en pratique et il ne faut pas vraiment paniquer quand on est acquéreur parce que si l'offre vous engage, on verra plus tard que vous allez bénéficier d'un délai de rétractation. Donc en soi, vous pourrez vous rétracter facilement de cette offre. Donc elle est engageante sans vraiment l'être. Voilà. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que doit comporter cette offre d'achat? Donc là encore, vraiment, je vous conseille de vous rapprocher de votre notaire qui peut vous aider à bien rédiger une offre d'achat parce que c'est le premier document officiel que vous allez vraiment échanger avec votre vendeur. Donc, il est important déjà parce qu'il va tisser un peu le tempo de la relation de confiance que vous allez pouvoir avoir avec votre vendeur. Et il est également important parce qu'il va préciser de manière claire vos intentions et notamment pour éviter tout malentendu. Alors, tout malentendu sur le prix, c'est vrai que parfois, il y a des discussions entre le prix net vendeur, le prix à frais d'agence inclus, avec la commission. Également, important de préciser les conditions dans lesquelles, et notamment des conditions suspensives, si jamais vous entendez avoir des conditions suspensives, qui vont sous-tendre votre acquisition. Donc, par exemple, si vous allez recourir à un financement, évidemment, vous allez indiquer dans votre offre que vous allez mettre en condition suspensive l'obtention d'un financement. Mais parfois, votre acquisition, elle est sous-tendue à la vente d'un bien que vous détenez. Donc ça, il faut également l'indiquer dans l'offre. C'est très important. Et il faut également, dans l'offre, le troisième élément très important, c'est la limiter dans le temps. Parce que ça vous permettra d'en sortir. Donc, si votre vendeur ne l'a pas acceptée et si elle est limitée dans le temps, tant que votre vendeur ne l'a pas acceptée, vous pouvez toujours la retirer et reprendre votre liberté. Et une fois que le vendeur, mais c'est ce qu'on espère tous, a accepté votre offre d'achat, eh bien, vous allez rentrer dans la phase 3, qui est la phase donc, de ce qu'on appelle l'avant-contrat, la promesse de vente. Et donc, du coup, on va faire un petit focus donc, sur la phase 3 et la phase 5, parce que la phase 4, c'est en fait en réalité l'obtention du financement, et ça, Mickaël vous en a parlé. Et donc, la phase 3, ici, c'est l'avant-contrat. Donc, c'est une des premières étapes dans laquelle le notaire va vraiment intervenir. Et en fait, on va signer donc soit une promesse de vente, soit un compromis de vente. Bon, en réalité, c'est quasiment similaire. Et c'est vraiment un vrai contrat qui va préciser toutes les modalités nécessaires à la signature de la vente définitive. Donc, évidemment, on va mettre le prix, la façon dont il est payé, les délais de livraison ou la mise en possession. Toutes les conditions suspensives, donc notamment le prêt, les documents d'urbanisme, le titre de propriété, toutes les conditions qui sous-tendent en fait la réalisation de la vente définitive. La promesse de vente, c'est un document très important parce qu'en fait, toutes les clauses sont reprises sans modification dans la vente. Donc, c'est vraiment au moment de la promesse qu'on définit le cadre juridique dans lequel vous allez réaliser votre acquisition. Il faut en général entre 15 et 30 jours à partir de l'acceptation de l'offre par le vendeur pour pouvoir signer, pour que la signature de la promesse intervienne. C'est le délai nécessaire pour réunir donc toutes les pièces obligatoires et se focaliser sur quelques points essentiels qu'on va voir ici. Donc, la première question qu'il faut se poser quand on signe une promesse de vente, c'est qui sont les acquéreurs? Est-ce que c'est vous tout seul? Est-ce que c'est vous et votre conjoint? Est-ce que vous achetez pour le compte de la communauté? Est-ce que vous achetez par une SCI? Est-ce que la SCI est déjà constituée? Est-ce qu'il faut prévoir une faculté de substitution? Donc déjà, vous avez tout un premier travail sur qui va réaliser cette acquisition. La deuxième question qui peut être importante de se poser, c'est la liste du mobilier. Donc, et ça sur deux aspects. Le premier aspect, ça va être sur un aspect purement économique et sur le plan fiscal. Parce que lorsque vous achetez un bien et que vous ventilez en fait le prix entre la partie de l'immeuble et la partie purement du mobilier,
vous faites une économie parce que les droits d'enregistrement, donc on verra tout à l'heure, les droits qu'on paye à l'État, donc qui représentent environ 5,90% du prix, ne sont calculés que sur la partie affectée à l'immeuble pur. Donc, par exemple, si vous achetez un bien 500 000 euros et que vous dites que dans ce bien, il y a 20 000 euros de mobilier, vous ferez une économie sur les droits de quasiment 1 200 euros. D'accord ? Donc, il s'agit d'une tolérance de l'administration fiscale et en général, on admet qu'on peut valoriser le mobilier jusqu'à un maximum 5% du prix de vente, mais ça peut être intéressant et ça peut vraiment être une économie. Cette économie, il faut bien la mesurer parce qu'en fait, elle est à court terme, donc elle est au moment où vous achetez votre bien, vous faites une économie sur les droits. Mais il faudra aussi se poser la question au moment de la revente et l'impact que ça pourrait avoir éventuellement en termes de plus-value. Et ça, c'est aussi une question dont il faut discuter avec son notaire pour ne pas être pénalisé à la sortie. Le deuxième sujet sur la liste du mobilier, alors là, c'est un sujet purement pratique, mais c'est un sujet, en fait, en réalité, on s'en rend compte, ça pose souvent des problèmes. C'est vraiment d'identifier ce qui va rester dans le bien que vous allez acheter. C'est-à-dire, et quand vous allez en prendre possession. Par exemple, vous l'avez visité, il y avait la cuisine qui était aménagée, il y avait tous les meubles, etc. Mais est-ce que vous achetez la cuisine en l'état? Est-ce que l'électroménager reste? Est-ce que les éléments hauts, les éléments bas? Est-ce que tous les placards dans l'entrée qui ont été faits sur mesure restent? Donc ça, c'est vraiment la question de savoir quand vous allez prendre possession de votre bien, qu'est-ce qui restera et qu'est-ce qui sera enlevé. Et notamment, si vous allez faire des travaux, il peut être intéressant pour vous que le vendeur dépose les meubles parce que sinon, toute la dépose vous sera, vous, facturée. Alors que si vous prenez le bien complètement vide, vos entreprises pourront commencer à travailler tout de suite. Lors de la signature de la promesse, donc on vous demandera de verser une indemnité, donc ce qu'on appelle une indemnité d'immobilisation, on l'entend aussi sous dépôt de garantie. Il faut savoir que ce n'est pas obligatoire, mais il est très souvent pratiqué. C'est le vendeur, évidemment, qui vous le demande. Son montant n'est pas légalement fixé. En général, on parle de 10%, mais ça peut totalement se négocier. Et cette somme, en fait, elle sera versée donc, entre les mains du notaire, qui sera donc le séquestre, donc il en sera garant, qui la conservera. Et donc, soit elle s'imputera sur le prix, donc si la vente se réalise, soit elle vous sera remise. Donc, si jamais la vente ne va pas jusqu'au bout, parce que soit vous vous êtes rétracté, soit une des conditions suspensives est défaillante. Et par contre, elle restera acquise au vendeur si, pour une raison ou une autre, vous ne décidez pas d'aller jusqu'au bout et vous ne voulez plus signer la vente alors que toutes les conditions suspensives sont réalisées et vous faites en fait ce qu'on appelle un petit peu un caprice, que vous ne voulez plus signer l'acte de vente. Eh bien, il faut savoir que ça vous coûtera, c'est possible, mais ça vous coûtera 10% ou en tout cas le montant de l'indemnité d'immobilisation. Et donc, on voit qu'il est très important, parce que du coup, de bien négocier et de bien déterminer les conditions suspensives de la promesse, parce que c'est des conditions qui vont vous protéger. Donc, en fait, vous aurez, une fois que vous avez signé la promesse, deux possibilités de sortir de la promesse. La première possibilité, c'est ce qu'on appelle le délai de rétractation. Donc, on l'appelle aussi parfois peut-être la purge SRE, vous en avez peut-être entendu parler sous ce nom-là, qui en fait, c'est un délai de 10 jours, donc à compter de la notification qu'on va vous faire de la promesse. Donc, on va vous envoyer la promesse par lettre recommandée et à compter de cette réception, vous aurez 10 jours pour décider de poursuivre votre acquisition ou de vous rétracter. Si vous décidez de vous rétracter, vous n'aurez aucun motif à donner, vous pouvez le faire totalement librement et vous récupérez votre indemnité d'immobilisation et chacun récupérera sa liberté et votre projet s'arrête là. Et voilà. Si par contre vous décidez de ne pas vous rétracter dans ce délai de 10 jours, la promesse va poursuivre et la seule protection dont vous pourriez bénéficier, ce sont les conditions suspensives. Et donc, les conditions suspensives, elles sont là pour vous protéger et donc il faut absolument bien les déterminer au moment où vous signez la promesse. Donc, la condition suspensive la plus connue, c'est évidemment la condition suspensive d'obtention d'un financement. Donc ça, Mickaël vous en a parlé. Et au moment de la promesse, il faut qu'on détermine en fait 3 choses. Le montant du financement que vous allez solliciter, donc doit être indiqué dans la promesse. La durée du financement que vous allez solliciter
et le taux du financement, en fait le taux maximum au-delà duquel vous considérez que le projet n'est plus viable pour vous et pour lequel vous vous autorisez la possibilité de sortir. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment les éléments dont on a besoin au moment de signer la promesse. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de bien réfléchir à son projet de financement et de l'établir pour pouvoir avoir une condition qui vous protège et qui soit réaliste également. Et donc ça, cette condition suspensive, donc souvent, on lui met un délai. Donc le délai légal, c'est 30 jours. Elle ne peut pas être inférieure à 30 jours. Mais comme vous l'avez dit, Mickaël, il faut obtenir une offre de prêt. Et l'offre de prêt, en général, les banques mettent un certain temps pour l'obtenir. Donc, on met entre 60 jours, voire 90 jours en fonction des périodes. Donc, évidemment, quand on signe des actes en juillet, on neutralise le mois d'août. Quand on signe des actes en novembre, on neutralise le mois de décembre. Et donc, en ce moment, compte tenu du contexte, on est vraiment plus sur des périodes de 90 jours pour obtenir son financement et débloquer les fonds, sachant que à partir du moment où vous avez eu votre offre, vous avez un délai incompressible de 11 jours pendant lequel vous ne pouvez pas accepter votre offre de crédit. Et donc après, une fois que vous l'avez accepté, il y a le déblocage des fonds. Donc il faut au moins encore après compter une quinzaine, voire une vingtaine de jours. Donc au total, entre le moment où on signe la promesse et le moment où on est capable de signer la vente, il va se passer 90 jours, à peu près 3 mois. Et c'est le délai qui va être nécessaire pour récolter un certain nombre de pièces et faire un certain nombre de vérifications. Donc, pour s'assurer évidemment de la sécurité juridique de la transaction. Donc, est-ce que le vendeur est bien propriétaire ? Est-ce qu'on a bien les anciens titres de propriété ? Quelle est la situation du bien au regard des règles d'urbanisme ? Est-ce qu'il y a des servitudes ? Est-ce qu'il y a des précédentes inscriptions hypothécaires qu'on devra donc lever avant de faire la vente ? Donc, on va récupérer tout un tas de documents. Parfois, il existe aussi un droit de préemption. Donc, la commune peut acheter par priorité le bien. Donc, on devra également purger ce droit de préemption. Et donc, toutes ces formalités nécessitent un certain délai, d'où le délai entre ce laps de temps qui sépare donc l'avant-contrat de la signature de la vente définitive. Donc, lorsqu'on est prêt à passer à la vente définitive, donc déjà une petite différenciation. Donc, il existe 2 types en fait d'acquisition. Donc, Émeric vous l'a dit tout à l'heure, soit vous achetez un bien existant, soit vous achetez un bien sur plan, et donc on parle de vente en l'état futur d'achèvement, et c'est souvent le cas quand on fait donc des dispositifs de défiscalisation, loi Pinel et autres. Et dans cette hypothèse de vente en état futur d'achèvement, il faut savoir que le prix en fait est payé au fur et à mesure de la construction, et vous devenez propriétaire au fur et à mesure de la construction de l'immeuble. D'accord ? Et là, c'est très important de faire appel à son notaire pour négocier ces contrats de vente en l'état futur d'achèvement, parce que c'est des promoteurs qui rédigent, qui fournissent les trames d'actes, et souvent ces actes sont extrêmement déséquilibrés, voire et contiennent des clauses qui sont même parfois complètement abusives. Je vous donne un exemple. Par exemple, dans la majorité des cas, il n'y a pas d'indemnité qui est due en cas de retard de livraison de chantier. Donc en fait, en gros, il n'y a rien qui est prévu. Donc vous, si vous ne payez pas le prix ou les échéances de prix à bonne échéance, vous avez des indemnités qui sont dues. Par contre, si le promoteur ne vous livre pas le bien à la bonne date ou à des retards très significatifs dans son chantier, eh bien, vous n'avez pas d'indemnités qui sont dues. Alors évidemment, à charge pour vous d'aller faire une procédure judiciaire et d'aller obtenir des dommages et intérêts, mais de fait, dans l'acte, il n'y a pas d'indemnités qui sont prévues. Donc, c'est vraiment des clauses qui sont compliquées. Donc, il faut vraiment bien négocier pour bien se protéger. Donc, si vous achetez le bien dans un immeuble existant, au moment de la vente, il faudra prévoir de payer le prix, plus la provision sur frais. Donc, on verra tout à l'heure ce qu'on appelle provision sur frais, donc qui correspond aux frais de notaire, plus éventuellement la commission de l'agence, donc si évidemment elle a été mise à votre charge. Il est très important également de faire une visite préalable, donc en général juste avant de venir signer l'acte de vente, pour vérifier donc plusieurs choses. La première chose, c'est l'état du bien. Donc déjà, est-ce qu'il n'y a pas eu de dégâts des eaux entre la promesse et la vente ? Alors on peut dire c'est anecdotique, mais non, ça arrive. Est-ce que le vendeur a bien vidé tout ce qu'il devait vider, notamment les caves, parce que le nombre de fois où en fait on laisse tout dans la cave et à charge pour l'acquéreur d'aller débarrasser une cave remplie.
Il faudra profiter de cette visite également pour faire les relevés de compteurs, hein, donc tout ce qui est eau, gaz, électricité. Et puis ensuite, vous vous rendez chez le notaire et puis on signe la vente, on paye le prix et c'est le moment où on vous remet les clés et vous êtes donc le propriétaire de votre bien immobilier. Et donc, il faut penser à assurer, donc à partir du jour de la vente, le bien immobilier à partir du jour de la signature. Donc, je voulais attirer ensuite votre attention sur quelques points qui me paraissent importants. Donc, dans le cadre de votre acquisition, quels sont les points sur lesquels il faut particulièrement porter son attention? Donc, la majorité des acquisitions, notamment quand vous faites un investissement locatif que vous allez faire, ça va être donc des biens qui sont en copropriété. Et donc, il faut définir, il faut bien regarder donc les charges de copropriété, hein, donc les charges trimestrielles de copropriété. Il faut demander donc les procès-verbaux des assemblées générales sur les 3 dernières années. Donc, les lire avec extrêmement d'attention, avec beaucoup d'attention. Demander toutes les pièces complémentaires qui pourraient vous paraître nécessaires, notamment s'il est visé des travaux. Alors, des travaux qui ne sont pas forcément votés, mais on dit qu'il y a une certaine des parties qui sont dégradées, qu'il y a des fuites récurrentes. Ça vous permet de connaître l'état de la copropriété. Ça vous permet de connaître bien l'ambiance dans la copropriété. Donc, c'est extrêmement important de bien lire ces PV d'AG. Ça vous permet également de savoir s'il y a des procédures dans la copropriété. Donc, c'est très important. Et puis, ça vous permet d'établir les éventuelles dépenses que vous auriez à faire sur des travaux qui seraient votés à l'avenir et des travaux importants. Donc, ça complète votre plan de financement. Il faut prendre connaissance également du règlement de copropriété de ces modificatifs parce qu'évidemment, ce sont les règles de fonctionnement qui vont s'appliquer à l'ensemble immobilier. Il est également très important de regarder la consistance du bien immobilier que vous allez acheter en demandant les plans et en vérifiant qu'il n'y ait pas de choses qui vous paraissent, notamment quand vous le visitez, de choses qui vous paraissent bizarres dans l'organisation de l'immeuble, dans l'organisation du bien lui-même. Par exemple, une porte qui aurait été avancée sur laquelle on aurait rogné un petit bout de couloir et on a annexé une partie commune. Ou on s'est approprié le petit cagibi qui est dans le couloir juste à l'entrée de l'immeuble et on en a fait une partie privative et aujourd'hui on vous le vend. Ça, du tout, c'est totalement évidemment interdit. Et si vous entendez, par exemple, acheter un appartement qui fait 60 mètres carrés et que vous avez 5 mètres carrés de couloir qui, en fait, ne vous appartient pas, vu les prix au mètre carré, vous vous rendez compte que la situation n'est pas tout à fait la même. Donc, c'est un point sur lequel il faut être extrêmement vigilant. Il faut également demander au vendeur s'il a réalisé des travaux. Des travaux, est-ce qu'il aurait touché des murs porteurs? Est-ce qu'il a fait des travaux qui auraient nécessité des autorisations, donc à la fois des autorisations de la copropriété ou des autorisations d'urbanisme? Est-ce qu'il a, par exemple, installé une petite véranda, couvert une loggia? Est-ce qu'il a bougé des pièces d'eau avec des raccordements? Parce que donc, vous avez des colonnes qui sont nécessaires pour les raccordements. Il faut raccorder donc, les eaux usées avec les eaux usées, les eaux vannes avec les eaux vannes. Est-ce qu'il a mis des toilettes à des endroits et qu'il a fait des mauvais raccordements? Donc ça, c'est très important parce que ça peut vraiment engager votre responsabilité. Et également, est-ce qu'il y a la présence ou non de sanibroyeurs? Je vous rappelle que les sanibroyeurs sont interdits à Paris et dans beaucoup de villes. Donc, quand vous avez un bien qui présente des sanibroyeurs, il faut vraiment vérifier que toutes les autorisations ont été obtenues parce que sinon, vous avez un risque qu'on vous demande de les enlever. Et en termes de valorisation de l'immeuble, ce n'est pas du tout la même chose. Il faut également s'interroger sur les impôts locaux, donc sur la taxe foncière, parce que donc elle sera à votre charge dès le jour de votre acquisition. Donc pour l'année en cours, on fera un prorata et puis pour les années suivantes, elles seront à votre charge. Sur la situation d'occupation, donc évidemment, est-ce que le bien est vendu libre? Et donc, si vous faites un investissement locatif, est-ce que ce sera à vous de trouver un locataire ou est-ce que le bien est déjà loué? Et dans ces cas-là, vous allez hériter d'une situation, donc il faut bien étudier le bail. Il faut aussi étudier la solvabilité de votre locataire, être sûr que ça correspond bien à ce que vous attendiez. Et puis, le vendeur, enfin, vous donnera donc un dossier technique, un dossier de diagnostic technique, donc qui va comporter tout un tas de diagnostics assez compliqués à lire sur l'état de l'installation électrique, le gaz, le plomb, l'amiante éventuelle.
Ces diagnostics sont obligatoires. Ils permettent de vous donner une information de l'état de votre appartement. Il ne faut pas s'inquiéter. Ils comprennent souvent tout un tas d'anomalies qui sont difficilement compréhensibles pour les particuliers. Mais on vous donne une information complète, en tout cas en vous fournissant un dossier de diagnostic. Donc, il est quand même important d'en prendre connaissance. Je voulais également m'arrêter un petit peu sur le coût d'une acquisition immobilière et vous aider à mieux comprendre les frais de notaire qui peuvent être un peu, c'est vrai, compliqués à comprendre. Donc, en fait, les frais de notaire, on distingue 3 types de dépenses. La rémunération du notaire, les débours et les impôts et taxes. Alors, la rémunération du notaire, tout d'abord, en fait, il faut savoir qu'il y a 2 types de rémunération qui sont possibles. Soit on parle d'émoluments, soit on parle d'honoraires. En fait, le statut du notaire, donc on est officier ministériel, et afin d'assurer l'égalité entre tous les citoyens, en fait, il y a un tarif légal qui s'applique pour tous les actes qu'on appelle les actes en fait, relevant du tarif. Donc, ça concerne notamment les ventes immobilières, ça concerne les contrats de mariage, les déclarations de succession. Ça concerne quand même la majorité des actes pour lesquels le notaire est compétent. Et donc, les pouvoirs publics ont défini un tarif qui est un tarif national qui s'impose au notaire comme au client. D'accord ? Donc, souvent, les émoluments sont proportionnels donc, au prix de l'acquisition, enfin, au prix de la transaction. Et le montant de la rémunération et la façon dont c'est calculé sont fixés par la loi. Donc, tous les clients payent la même chose donc, pour la même opération, indépendamment de leur état de fortune, indépendamment de la compétence de leur notaire et indépendamment du lieu de situation ou même de l'expérience du notaire. D'accord ? Donc, ce tarif s'applique à tous et il faut savoir qu'il y a une TVA de 20% qui s'applique sur les émoluments du notaire. Il y a parfois des actes qui sont hors tarif, donc ça concerne plutôt les actes liés aux sociétés. Et donc là, le notaire peut appliquer une rémunération qu'on appelle des honoraires. Et c'est des honoraires libres qui sont fixés d'un commun accord donc entre le client et le notaire et qui là vont dépendre donc, de la complexité du dossier, du temps passé à l'analyse du dossier et éventuellement de la responsabilité que le notaire pourrait engager dans le cadre de cette activité. Et il y a aussi une TVA de 20% qui s'applique sur ces honoraires. Ensuite, dans le cadre de la constitution du dossier, donc on fait appel à des prestataires extérieurs pour demander un certain nombre de pièces qui sont obligatoires et donc on rémunère, on paye ces prestataires extérieurs et donc c'est ce qui s'appelle les débours. Et donc en général, en fait, le notaire avance ses frais pour le compte de son client et donc ensuite il se les fait rembourser sur présentation de facture et c'est ce qu'on appelle généralement voilà, les débours. Et enfin, dans ce qu'on appelle les frais de notaire, il y a toute la partie impôts, taxes et contributions qui sont payées donc, à l'État. Donc, tous ces frais cumulés représentent environ 7% du prix de vente. Et lorsque vous faites une acquisition immobilière, en fait, le notaire va vous appeler ce qu'on appelle une provision sur frais. Donc, quand on va passer l'acte, qu'on va payer l'État, que toutes les formalités seront faites, on connaîtra le coût exact de votre transaction a posteriori. Et donc, en fait, on vous enverra la facture avec un solde de compte au moment où tout l'acte sera formalisé. Et donc, en général, ça prend un petit peu de temps. Donc, c'est pour ça que parfois, vous n'avez pas en fait une facture tout de suite ou vous ne payez pas le notaire sur facture. Vous payez d'abord une provision sur frais et ensuite, on régularise les sommes, sachant qu'on vous donne un relevé de compte et que c'est totalement transparent parce que vous pouvez voir sur ce relevé de compte toutes les sommes qui ont été appelées et dépensées par le notaire. Donc, pour vous donner un petit exemple, donc, si vous faites une acquisition immobilière à 500 000 euros, comment sont calculés les frais de notaire? Donc, la rémunération du notaire, c'est 0,814% hors taxe du montant de la transaction. D'accord? Donc, si on fait une transaction à 500 000 euros, les émoluments du notaire, ce sera 4 475 euros hors taxe qui seront partagés entre les deux notaires, donc ce qui fait environ 2 200 euros hors taxe par étude. Ensuite, vous allez avoir toute la partie donc impôts, taxes reversées à l'État qui représente donc 0,80% du montant de la transaction, plus sur lequel il faut rajouter ce qu'on appelle une contribution de sécurité immobilière qui s'élève à 0,10%. Donc, ce qui monte les impôts et les taxes à 0,90%
non, à 5, pardon, à 5,90% du montant de la transaction. Donc, sur une transaction à 500 000 euros, il y aura 29 500 euros qui seront reversés à l'État. Et les débours, on en parlait tout à l'heure, donc ils représentent, en général, c'est moins de 1 000 euros, mais là, pour l'exemple, on a mis 1 000 euros, donc 0,2%, ce qui vous fait au total à peu près 7%. Et ce qu'il faut, donc, pour une acquisition à 500 000 euros, il faudra compter environ 35 870 euros de frais. Et voilà, il faut savoir que le notaire, le vendeur et l'acquéreur peuvent choisir un notaire commun. Chaque partie peut également choisir son notaire qui se partage la rémunération, hein, donc ça ne coûte pas plus cher. Comme je vous l'ai dit, la rémunération elle est fixée par l'État et donc elle s'applique à toute la profession. Voilà. Et puis, pour finir cette petite intervention, quelques traits d'humour sur des idées reçues sur les notaires. Donc, voilà. Effectivement, on est souvent très occupés, mais on fait vraiment nos meilleurs efforts pour bien s'occuper de nos clients. Merci Victoria. Merci Michael. Il est 18h34, on peut quand même passer la parole, je vais dire, à nos auditeurs, si je peux les appeler comme ça. Donc voilà, donc vous pouvez ouvrir vos micros, vos caméras et poser les questions qui vous passent par la tête, qui vous sont passées par la tête pendant nos 3 interventions. J'en ai déjà une sous les yeux qui s'adresse à Michael. Les critères concernant les octrois de crédit sont-ils aussi contraignants dans le cas de l'achat par une association versus un privé? Une association, c'est-à-dire une association loi 1901 Oui. ou une association de personnes? Oui, loi 1901, je présume. Une association comme, je pense, toute entité privée, effectivement, les critères sont plus souples. On va demander plus d'apports en général, mais il n'y aura pas de notion de taux d'endettement puisqu'en fait, la banque prendra une garantie hypothécaire sans scrupule, ce qui ne sera pas le cas pour un particulier, où elle le fera vraiment dans des cas exceptionnels. Merci, Michael. J'ai une question justement sur le taux d'endettement. Une question qui m'a été posée cette semaine sur la remise en cause éventuellement du taux d'endettement de 33%. Est-ce que tu en entends parler du côté des banques? Ah, pas du tout. Pour le moment, et on a des briefs, donc des partenaires qui écrivent si ça dépasse 33%, refus systématique. Ouais. Donc, avant, il y avait une banque un peu magique à ce niveau-là, la HSBC, qui acceptait de déroger et qui, en gros, pour les gens qui gagnaient plus de 6 000 euros par mois, acceptait seul ou 10 000 à deux, acceptait de faire un taux d'endettement à 50% par principe. Mais ça n'existe plus même chez eux. Donc, j'en entends pas parler, non. En revanche, il y a ce que j'ai dit, il y a des banques de dépôt qui acceptent de moduler ce taux à 40% et non pas à 33%. À condition, donc ça marche que pour les revenus importants, puisque eux prennent en compte le reste à vivre. Donc, pour un couple, il faut qu'il y ait 1 900 euros par mois de reste à vivre et 250 euros supplémentaires par enfant. Merci. Tout à l'heure, tu parlais des banques étrangères. Est-ce qu'il y a un risque à s'adresser à une banque étrangère? Et quelle nature? Je ne pense pas qu'il y ait de risque, puisque c'est elle qui vous prête de l'argent. À la limite, le risque est plutôt de son côté. Mais en général, elles n'en prennent pas, puisqu'il y a toujours une garantie hypothécaire sur le bien, sur ce genre de crédit. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? J'en ai une autre pour Victoria, mais est-ce qu'il y a des questions que vous auriez aimé nous poser? Bonsoir à tous. Est-ce que je peux poser une question? Je vous en prie. Bonsoir, Monsieur Fontaine. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à tous. Ces durcissements des règles, est-ce que c'est une conséquence de la crise de subprime de 2008 ou d'où vient ce durcissement des conditions? Alors, je pensais le dire au début, mais il y a, en gros, en décembre 2019, il y a eu ce durcissement des conditions qui est essentiellement lié en fait à l'augmentation des prix de l'immobilier. Et donc, pour essayer de freiner
l'argent qui y circule, un des leviers, je pense, de l'État, puisque c'est la Banque de France qui édite ces principes, donc c'est l'État. Un des leviers, c'est donc de serrer un petit peu la vis sur l'octroi du crédit. Et donc de dire le taux d'endettement ne peut pas dépasser 33%, clairement, ça induit une petite restriction des crédits en cours. Donc je pense que ça vient de là en tout cas. Je ne pense pas que ça vienne des subprimes, puisque entre les subprimes et aujourd'hui, on a pu emprunter jusqu'à 30 ans. Et donc, quand on emprunte sur 30 ans, on emprunte plus d'argent en valeur absolue. Donc, et ça, ça se faisait jusque tout récemment. D'autres questions? Oui, alors j'ai une autre question. Est-ce que la promesse de vente engage le vendeur comme la promesse d'achat engage l'acheteur? Oui, alors la promesse de vente engage le vendeur. En fait, le vendeur a irrévocablement consenti à la vente au moment où il signe la promesse. Donc, de son côté, il ne peut plus se rétracter. Et d'ailleurs, dans les promesses, il y a des clauses d'exécution forcée si le promettant ne se présente pas à la signature de l'acte de vente. Donc, quand vous êtes côté vendeur et que vous signez une promesse de vente, votre consentement définitif est donné au moment où vous signez la promesse de vente. Merci. Moi, j'avais une autre question, s'il n'y en a pas d'autres qui arrivent. Est-ce que tu vois un impact des conditions actuelles sur le traitement des dossiers? Alors, nous, on a été plutôt. Alors, actuellement, donc nous, les études, on continue à fonctionner. Donc, on peut signer des actes et on est beaucoup moins touché dans cette deuxième partie de confinement que dans la première partie, parce que donc, les déménagements sont autorisés, ce qui n'était pas le cas à la première en mars. Donc, en fait, tout s'était vraiment arrêté. Donc là, c'est vrai qu'on continue quand même à signer des actes et les transactions continuent à se faire. Après, sur le marché immobilier, il y a quand même eu une petite, un petit fléchissement, sachant que nous, on n'est pas forcément des très bons indicateurs, enfin en tout cas en termes de signature des actes de vente, parce qu'on a un délai. C'est-à-dire qu'au moment, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, entre le moment où on signe les promesses et le moment où on signe les ventes, il se passe environ 3 mois. Donc en fait, on signe actuellement les ventes qu'on a rentrées en juillet. Et donc, du coup, moi, je peux vous dire qu'il y a moins de promesses qui se signent parce que les acquéreurs sont un peu plus frileux, les conditions d'obtention de financement sont un peu plus compliquées. Donc, on rentre moins de promesses, mais actuellement, on signe des ventes parce qu'en fait, on signe les ventes d'il y a 3 mois dans un contexte où, pour le coup, l'activité avait repris. Voilà, et sur un point de vue immobilier institutionnel et professionnel, parce que moi je fais aussi beaucoup ça, donc je peux en parler, il y a quand même un gros sujet sur l'immobilier de bureau, évidemment, parce que forcément la question du télétravail a vraiment recentrer l'utilité d'avoir des milliers de mètres carrés pour accueillir des collaborateurs en open space en plein Paris. Donc, c'est vrai que là-dessus, il y a quand même des sujets. Il y a aussi évidemment des sujets sur tout ce qui est retail, parce que tous les centres commerciaux étant fermés, mais c'est plutôt dans l'exploitation et plutôt en termes de propriété. Donc, pour les gens qui sont propriétaires de cet immobilier-là, c'est aussi des opportunités qui se créent. Et donc, il y a quand même un marché assez sous-jacent sur le fait que, oui, il y a des restructurations qui interviennent, etc. Donc, ça reste malgré tout assez actif sur un peu tous les secteurs d'activité, si ce n'est un secteur qui est complètement à l'arrêt, qui est l'hôtellerie. Pour le coup, là, c'est très, très compliqué. Voilà. Merci Victoria. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si tel n'était pas le cas, je libérerai tous. Vous pourrez toujours les poser par email a posteriori Voilà. si elles vous viennent.
Merci, Michael. En effet, n'hésitez pas à nous les envoyer. On y répondra. Et voilà, j'espère vous retrouver bientôt, vraisemblablement début décembre, avec un autre sujet. Donc, certainement un des sujets qui a été sollicité. Bien préparer la transmission de son patrimoine ou détenir son patrimoine via une SCI. Merci, à très bientôt et voilà, bonne soirée à tous. Merci à tous et merci Émeric pour cette super initiative. Merci quand même, Michael. Au revoir. Au revoir.